Raconter comment tu as vécu des périodes anorexiques et boulimiques. Mais tu m'as raconté que tu as commencé à 13 ans et là tu me parles, à 26 ans, tu as laissé aller, là, puis tu as pris beaucoup de poids, puis tu as dit, OK, je rentre dans la boulimie à 200 000 à l'heure. Explique-moi, pendant ces 13 ans-là, c'est de la montagne russe tout le temps? Exactement. Des montagnes russes, Denis, c'est en plein ça. J'ai toujours souhaité avoir un poids le plus maigre possible, mais j'y arrivais pas. Parce que, pour toutes sortes de raisons, parce que justement la boulimie, puis le fait que des fois les vomissements, ça fonctionne pas non plus. Puis que je m'en allais. Parce qu'on s'en allait dans la variation de poids. Donc oui. tu voulais maigrir, mais en même temps, pour que ça dure pendant 13 ans, montagne russe, des fois tu lâchais prise, puis et tu bouffais. Mais j'avais pas le choix. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disaient de ça? J'imagine tes parents. Là. En plus de ça, on le voit dans les photos, là, ça paraît dans ton corps. Ils doivent engraisser, ils doivent maigrir, ils doivent engraisser, maigrir. Ils savent, là, tu peux pas le cacher. Là. Comment ils se sentaient? Là? Ils devaient se sentir bien impuissants. Bien impuissants. Ils ne pouvaient pas avoir... C'est moi qui avais le contrôle. Puis ils ne pouvaient pas rien faire. Ils avaient beau me parler. On avait des discussions, tout ça, mais j'étais vraiment... comment je pourrais dire? J'étais obsédée. Il n'y avait rien de plus important pour moi que mon poids. C'était ma priorité, c'était la seule chose dans laquelle je me valorisais. Je réussissais dans ça, j'étais bonne là-dedans. Le reste, j'avais l'impression que je valais rien, donc c'était la seule chose que j'avais le contrôle. Puis mes parents, ben, ils ne pouvaient pas rien faire, là, Denis, ils ne pouvaient pas rien faire. Mais t'as-tu suivi par un psychologue, par des médecins? J'en ai vu beaucoup, j'ai fait toutes sortes de thérapies. Ça marchait pas? Oui, il y a quelque chose qui a marché. J'ai suivi un cours de relations humaines, mais dans la région où je demeurais, à Terrebonne, puis ça m'a sauvée. Mais je l'ai suivi, ce cours-là. Ça a pris des années avant que je guérisse. C'est comme si j'avais intégré ce que j'avais appris dans ce cours-là plus tard. C'est comme si tu avais été un alcoolique qui avait lu le gros livre, puis qui avait été dans des cliniques de désintoxication, dans des maisons de réhabilitation, puis tu étais de rechute en rechute. Ouais. Mais quand même, tu apprenais le message. Il te racontait des affaires, puis à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que tu as allumé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, hey, ça n'a pas de bon sens, là? Bien, mon fils. Mon fils Dylan, je réalise que c'est un adolescent, puis si je veux pas qu'il prenne le même chemin que moi, il est temps que je me prenne en main, il est temps que je sois en santé, puis il est temps que je me préoccupe de d'autres choses que mon poids. Mais tu l'as eu à quel âge, ton fils? À 19 ans. À 19 ans. Ça a pris quelques années. Donc, ça a pris quand même 6 ans, parce que le maximum, c'est 26 ans. À 26 ans, tu as lâché prise? Même dernièrement, j'ai une rechute. Tu as une rechute encore? Je suis là pour la vérité. Ben là, j'ai eu 32 hier. Ah bon. Alors, donc, tu as eu une rechute dans la trentaine? J'ai eu dans 31 ans, l'été passé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui veut envoyer un message clair à son enfant, puis qui dit, je me suis repris en main, qui a fait toutes ces thérapies-là, qui a fini par comprendre, puis lâcher prise? Qu'est-ce qui se passe? La souffrance était trop grande. Moi, j'ai de la misère avec le sentiment de rejet. Tu sais, les blessures, les 5 blessures, là, je les connais pas par cœur, mais le sentiment de rejet, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, que je ne supporte plus. Puis j'avais un copain à ce moment-là, puis il m'a laissé. 2 ou 3 jours avant notre déménagement. Ça m'a fait mal. Je supportais pas le fait qu'il m'ait laissé. C'était... Je vaux rien parce qu'il m'a laissé. J'étais comme, je mettais toute ma valeur dans les autres. Donc, au lieu d'aller t'ouvrir une bouteille... Ben, c'est ça. J'ai décidé de faire un régime. J'ai fait un régime. Ah, OK, non. Ça a marché. OK, c'est l'inverse. Tu as décidé de ne plus manger. Oui. Je me disais, inconsciemment, ben, inconsciemment, je veux dire, consciemment, s'il m'a laissé, c'est peut-être parce que je suis trop grosse. Mais c'est pas rationnel. Ça n'a pas rapport, ça. Le poids, ça n'a tellement pas d'importance. C'est ça que je voudrais dire aux jeunes filles. Ça n'a tellement pas aux jeunes filles puis aux femmes qui vivent ça. Que tu sois une femme, un homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent ça de n'importe quel âge. Je veux dire, ça n'a tellement pas d'importance, le poids. L'importance, c'est ce qu'il y a dans la tête. Parce que c'est, moi, à faire je pense qu'on a une pub d'une jeune fille qui se regarde, là, puis qui voit qu'elle a un petit bourrelet par-ci ou par... Et là, ça prend des proportions. Et ils deviennent très, très maigres. Et à un moment donné, même maigres, ils se voient gros. Ah oui, ben ouais. On ne se voit jamais correct. On se voit jamais... Et donc, c'est dans les yeux. C'est comme si les yeux ne marchaient pas. C'est comme si on ne voyait pas. On a une vision faussée. On se voit pas maigre. On se voit qu'on prend du poids ou qu'on en perd, mais on voit pas à quel point qu'on peut être maigre, puis qu'on est correct. Comme moi, j'étais correcte avant de faire mon dernier régime, là. Bon, j'appelle ça un régime, là, mais j'étais correcte, j'étais parfaite, là. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais pas parfaite. C'est comme si, c'est un petit peu difficile à expliquer, c'est comme si j'étais consciente que j'étais parfaite, mais je l'étais jamais assez. Oui, je comprends. Le besoin de perfection, le besoin de se surpasser, le besoin d'être parfaite pour plaire,
Moi, c'était vraiment pour plaire. Puis me plaire aussi, parce que je le faisais pour moi aussi. Là. Mais tu savais, avec ton enfant, tu dis, mon enfant, c'était important dans ma démarche, j'ai comme allumé, puis à 26 ans, j'ai plus lâché prise, puis bon, tu avais mis de l'ordre là-dedans. Quand tu as fait une rechute par rapport à lui, tu te sentais coupable ou tu t'es... Je me sentais coupable, mais je lui ai caché. Il l'a pas su. Il l'a su dernièrement que j'avais un trouble alimentaire. J'en ai parlé. Il savait pas du tout? Non, il savait pas. Il savait pas. Il y a 12 ans, mon fils, je trouvais qu'il était un petit peu trop jeune pour que je lui parle de ça. Mais pourquoi tu as décidé de lui parler de ça tout d'un coup? Bien, parce que je suis proche de mon fils, on se parle beaucoup, puis je veux qu'on ait une belle relation, puis que ça perdure. Puis je trouvais qu'il était assez mature pour entendre ça. Puis que justement, il allait peut-être pouvoir m'aider. Est-ce que ça veut dire qu'on est malade, on est anorexique, boulimique dans la tête jusqu'à la fin de nos jours? Tu vas avoir toujours cette faiblesse-là, comme un talon d'Achille, c'est-à-dire que dans quelques années, je sais pas, tu as un problème sentimental ou tu as un échec professionnel, encore, au lieu de penser à prendre un verre, tu vas penser à arrêter de manger ou manger plus. Je veux dire vraiment ce qu'il y en est. Je me sens comme un loup aux aguets. La maladie, c'est que c'est comme un loup aux aguets. Je serai jamais à l'abri d'une rechute, sauf que je suis décidée. Je veux, et quand je veux, je peux. Quand je sais que je suis capable de faire, quand je veux vraiment quelque chose, je suis capable de tenir mon bout, tu sais. C'est vraiment de la motivation, puis de ne pas perdre les raisons pour lesquelles on veut s'en sortir. C'est sûr, il arrive quelque chose, un événement qui nous fait de la peine. C'est facile pour nous de retomber, parce que quand on mange pas ou qu'on mange, on gèle des émotions. C'est comme la drogue, l'alcool, le jeu compulsif. Tout ça, c'est la même affaire. C'est une façon de geler ces émotions, une façon de fuir la réalité. C'est ça que j'avais besoin, moi. Mais là, j'ai plus besoin de ça. Plus du tout. Je m'exprime maintenant. Je dis ce que j'ai à faire. Et tu veux écrire un livre? Ce que j'ai à dire. Tu veux écrire un livre, c'est ton fantasme. Oui, c'est mon rêve depuis plusieurs années. Là. Et pourquoi tu penses que ça te ferait du bien, ou ça, pour faire du bien aux jeunes? Ou... Bien, c'est comme la raison pour laquelle je suis ici. Si on veut, si je suis ici, c'est pour me faire un cadeau à moi-même. C'est pour faire la paix avec mon passé. Puis, tourner la page. Donc, tu penses que d'être venu dire à des centaines de milliers de personnes, j'ai un problème, je l'assume, puis il est encore là dans moi, mais que je le contrôle, ça va t'avancer, ça va te permettre d'avancer. Ça me permet de me pardonner. De me pardonner de m'être fait si mal à moi-même. C'est ça, parce que aux autres, à moi-même, oui. Il te fait mal quand même à tes parents, ça, tu en es conscient? Oui, je sais, puis je les adore, puis... Ben, mon père est décédé là, depuis quelques années, mais mon frère puis ma mère, je les adore, ils sont formidables. J'ai rien à dire contre eux, là. Je suis tellement fière de faire partie de cette famille-là. Alors Geneviève, je te remercie beaucoup d'être venue ici. Si ça t'aide, bravo, tant mieux. Et si ça aide ne serait-ce qu'une jeune fille qui a regardé, ou une famille, parce que les parents sont souvent désarçonnés également par ce genre de problème-là, ben ça a servi à quelque chose. Et il y a des ressources, parce que j'ai eu le Dr Wilkins ici, de Sainte-Justine, qui a écrit un livre extraordinaire là-dessus. Il y a l'organisme l'ANEB. Donc si vous pataugez dans ce genre de problème-là, vous pouvez lever la main, puis il y a des gens qui peuvent vous aider. Merci Geneviève, bonne chance.